Bonjour à tous. Aujourd'hui, une vidéo sur le 7 septembre, qui est la fête nationale du Brésil, l'équivalent du 14 juillet en France. Et donc, il y a habituellement donc, un défilé, comme en France, des forces armées. Donc là, ça se passe à Brasilia, sur la grande avenue qui passe devant le palais présidentiel, au lieu du Champs-Élysées en France. Bon, voilà. Et donc cette année, ça a été assez spécial parce que en fait, ce défilé, cette commémoration, qui habituellement est très suivie, et les Brésiliens étant assez d'un naturel, je dirais, assez patriotes, ont l'habitude de participer, enfin d'assister aux commémorations en masse. Et cette année, ça a été le boycott total, hein. Évidemment, pour signifier à Lula le fort mécontentement, et la parole est légère, de la population au gouvernement Lula. Et alors, parallèlement, Bolsonaro a organisé une grande manifestation à São Paulo. Et comme d'habitude, quand il organise des manifestations, eh bien, c'était plein à craquer, absolument plein à craquer. Il n'y a pas de, il n'y a vraiment pas photo. Bon, on estime qu'il y avait environ 900, 1 million, 900 000, 1 million de personnes. Bon, on a souvent eu des manifestations beaucoup plus, voilà, où il y avait beaucoup plus de gens. Mais alors donc voilà, donc je vous présente l'analyse d'un journaliste qui s'appelle Fernand Lara Mesquita, qui est un journaliste très connu, qui est un vieux de la vieille, qui est un type très expérimenté et qui a des très bonnes analyses et qui est très intéressant. Donc, je vous livre donc la traduction de son analyse sans plus tarder. Bom, pessoal, eu fiquei devendo para vocês a minha análise aí do que aconteceu aí no 7 de setembro, né? Aquele contraste chocante entre o desfile da solidão do Lula, né? Aquelas cenas aéreas que mostravam que não tinha nenhuma única pessoa, né, do povo que veio assistir aquilo. Foi um boicote realmente nacional e impressionante, né? E do outro lado, aquela Avenida Paulista, mais uma vez, de ponta a ponta ocupada por um Brasil que quer a volta da democracia, né? Eu não acho que aquilo fosse coisa para a gente se comemorar, né? Porque entre esses dois momentos, o que tinha? Né? Aquele palanque lá do 7 de setembro, com o Alexandre de Moraes à direita do Lula e o Rodrigo Pacheco à esquerda, né? Então, ali, a partir desse momento, eu comecei a reconstruir na minha cabeça os passos desse caminho. Qual era a receita do golpe do Foro de São Paulo, que era alardeada, discutida abertamente, está cheio de vídeos sobre isso, né? Alors là, il faut que je fasse une petite pause parce que la plupart d'entre vous ne vont pas savoir ce qu'est le Foro di São Paulo, qui est le Forum de São Paulo, qui était une institution qui a été créée en 1990 par Lula, Chavez, Fidel Castro, Daniel Ortega. Et après, il y a plein d'autres gens qui sont venus s'y associer. Grosso modo, le Forum di São Paulo, c'est une institution qui a été créée pour établir la révolution socialiste sur toute l'Amérique latine et créer ce qu'on appelle la fameuse Patria Grande. Donc l'objectif, c'est d'arriver à répandre le socialisme dans toute l'Amérique du Sud. Et donc, ils ont cru à un moment qu'ils réussiraient, qu'ils étaient en train de réussir. Ça, c'était dans les années 2010, hein, parce que tous les pays d'Amérique latine étaient passés à gauche et que petit à petit, ils avaient toute une stratégie pour que, toute l'Amérique latine étant passée à gauche, mais la gauche, on va dire, socialiste bon teint, encore social-démocrate, bon voilà, pour passer au socialisme, euh, au vrai socialisme pur et dur, hein, donc à la Fidel Castro ou à la Daniel Ortega, hein, donc une dictature, hein. Et donc à l'époque, en 2010, il y avait absolument toute l'Amérique latine qui était de gauche, et notamment
des pays très importants, Argentine, Chili, Uruguay, mais aussi la Bolivie, le Pérou, le Guatemala, tout était à gauche. Et donc, dans ces figures-là, il y avait des figures très importantes qui étaient les figures qui devaient faire basculer tout vers le socialisme pur et dur. Et notamment, il y avait Evo Morales en Bolivie, qui était très important, notamment parce que c'est là que se produit la cocaïne, hein, et que tous ces pays et toutes ces dictatures socialistes sont des dictatures narcotrafiquantes. Voilà. Donc ça, c'est très important à comprendre. Et d'ailleurs, on a très bien vu l'évolution au Brésil depuis que Lula est au pouvoir. La délinquance a monté en flèche et le trafic de drogue, et Rio de Janeiro, entre autres, est devenu la plateforme qui diffuse, une des plus grosses plateformes mondiales qui diffuse toute la cocaïne et puis le reste produite en Amérique du Sud vers l'Europe. Voilà. Et donc, ce qui est important aussi de savoir, c'est que ce Forum de São Paulo avait été créé à la suite de la chute du mur de Berlin en 89, parce qu'il était évident pour les révolutionnaires d'Amérique latine qu'ils ne pourraient plus compter sur l'Union soviétique et que donc il fallait qu'ils recréent une structure qui soit une structure idéologique et stratégique pour avoir une avancée méthodique de la gauche en Amérique latine. Voilà. Et donc ça s'est fracassé au moment de l'impeachment, de la destitution de Dilma. Ça a été le déclic, hein, qui a fait que la machine a commencé à se gripper, la machine du Forum de São Paulo, qui existe toujours et qui est toujours très importante. Lula y a fait récemment des déclarations absurdes, comme d'habitude, en disant que la droite représentait tout ce qu'il combattait, à savoir la famille, la tradition, la culture locale, hein, sous-entendu la culture locale, et bon, enfin voilà, et la religion. Donc pour eux, c'est très clair, il faut abattre tout ça. Donc voilà, je voulais vous expliquer ça. Je vous laisse continuer a écouter Fernão Lara Mesquita. Era que o golpe moderno não era mais nem pela via eleitoral, né, era pela tomada dos Supremos Tribunais, cujo efeito prático, né, para o sistema democrático dos três poderes e tal, é a eliminação do poder judiciário, né? Essa ocupação do Supremo Tribunal se sobrepondo a isso, né? E a destruição, enfim, do sistema de três poderes do Montesquieu, porque também pretende destruir o legislativo, né? Fica um poder único, operando, tanto legislando quanto julgando aquilo que legisla, e vira essa salada, acaba a Constituição, acaba tudo. Por quê, né? Por que essa tática? Né? Porque para você fazer por decreto, né, a eliminação do Poder Judiciário ou do Poder Legislativo, você caracterizaria o golpe, né? E isso ensejaria uma reação, né? Então, o caminho, qual era que eles propunham? A tomada de eleições presidenciais numa sequência suficiente para nomear uma maioria dos 11 ministros do Supremo Tribunal, o que legalizaria o golpe. Cara, foi o que aconteceu, né? Então, qual foi o outro elemento desse processo? Aquela questão das urnas, né? O primeiro teste da eleição pelas urnas brasileiras foi nas eleições municipais de 96. Né? Depois, o segundo teste foi onde foram empregadas já 100% das urnas, porque no primeiro foram só as capitais e algumas cidades. Né? No segundo, 100% foram as municipais de 2000.
e a partir de 2002, né, as eleições gerais passaram a ser pela maquininha de votar nossa. E eu não sei se isso é coincidência ou não, mas de 2000 em diante o PT ganha 5 eleições gerais, né? 2002, 2006, 2010, 2014, aí tem o impeachment, tem o Temer, né? E tem o Bolsonaro em 2018 e ele vai voltar a ganhar em 2022. Nesse meio tempo, o Supremo Tribunal mais a Dilma se alternando derrubaram 3 vezes 3 decisões do Congresso de acoplar a máquina de votar ao voto impresso. E ainda teve uma quarta em 2015, se não me engano, foi aquela em que o Congresso aprovou a PEC para acoplamento do voto impresso. Não, 2015, não, 2019, né? Agora não me lembro. Mas, enfim, e não conseguiu a maioria de 2/3. Então, 4 vezes o Congresso decidiu e 4 vezes foi derrubado. Né? E sempre por alegações fúteis. Né? Na primeira vez, seria por falta de dinheiro. Custaria 1 bilhão fazer esse acoplamento da máquina e não tinha 1 bilhão. Imagina. Né? E também foi alegado falta de tempo. Isso foi lá em 2002, né? Para aparelhar a coisa para a eleição seguinte. Depois, em 2011, foi derrubado a pretexto de que imprimir o voto acabaria com o sigilo do voto, o que é uma mentira. Né? O voto iria direto para dentro da urna, o voto impresso, sem que ninguém visse ele. Né? Em 2013, a alegação foi de inconstitucionalidade. Né? E em 2015 o Congresso ganha, mas sem os 2/3 necessários para uma emenda constitucional. E nesse percurso, né, o Lula ganha a maioria no Supremo Tribunal. Alors là aussi, il faut que je fasse quelques mises au point parce que c'est pas évident de comprendre de l'extérieur. Alors la première chose sur les urnes électroniques, on a des suspicions de fraude, je dirais, solides depuis 2010. Voilà. C'est-à-dire depuis la première élection de Dilma. Avant, il y avait des gens qui en parlaient, mais enfin, ça a commencé à être quelque chose de vraiment, on va dire, qui avait un fond, hein, à partir de 2010, donc la première élection de Dilma contre Aécio Neves, et la deuxième élection de Dilma encore plus. Et à chaque fois, je ne vais pas faire un historique de ça, parce que sinon ça prendra toute la vidéo, mais à chaque fois, c'est basé sur le fait, sur des comportements d'urnes qui sont considérés un peu comme bizarres, et puis aussi sur des moments où il y a des pannes d'électricité. Voilà. Mais là où ça a été encore plus flagrant, c'est sur les dernières élections. C'est-à-dire qu'en 2018, il y a Bolsonaro. Là aussi, on parle de fraude et Bolsonaro dit qu'il a été élu au premier tour et qu'il n'a pas été élu, que le deuxième tour, parce que le système n'avait pas imaginé que Bolsonaro puisse avoir autant de voix. Voilà. Et moi, je suis assez d'accord avec cette analyse. Bon, je ne vais pas argumenter, encore une fois, parce que sinon, ça va prendre toute la vidéo. Et là où on a eu les plus grosses suspicions, c'était en 2022. Là, à mon avis, il n'y a pas photo, parce que notamment, et je reviendrai sur cet aspect dans une autre vidéo, ils avaient convenu parce que Bolsonaro avait très peur qu'il fraude, justement, il avait réussi à convenir avec le tribunal supérieur électoral, hein, qui est une instance judiciaire pour surveiller les élections qui dépend du suprême tribunal fédéral, STF, hein, et qui était présidé par le fameux Alexandre de Moraes, hein, qui est dans le STF, mais qui a été président du TSE, hein, qui est le tribunal supérieur électoral. Donc, bon. Et donc, si vous voulez, normalement, il avait été convenu entre les instances judiciaires, l'armée et le gouvernement et Bolsonaro, que l'armée surveillerait techniquement
les urnes électroniques et qu'on leur remettrait les codes sources qui sont la seule façon de vérifier qu'une urne n'ait pas été falsifiée, programmée, fraudée, enfin bref, voilà. Et donc, il faut des ingénieurs, des techniciens d'informatique très, très pointus. Et ces codes sources, contrairement à ce qui avait été convenu, n'ont jamais été fournis et jusqu'à aujourd'hui, on les attend encore. Alors, le deuxième aspect dont parle Fernand, c'est l'association de ce qu'on appelle le vote imprimé, le vote impress, le vote imprimé, l'association d'une imprimante à l'urne électronique qui aurait permis qui permettrait d'avoir non seulement donc, le résultat de l'urne, mais d'avoir parallèlement le résultat de l'imprimante qui jette donc, le vote imprimé dans une urne. Donc ce serait l'équivalent du vote papier. Et donc on aurait les deux systèmes qui permettraient de suivre et d'être sûr qu'il n'y a pas de fraude. Et c'était une bonne idée, et ça fait 20 ans qu'on essaye de l'instituer. À chaque fois, ils trouvent un moyen de le refuser. Donc c'est à ça qu'il fait référence. Voilà. Aí tem aquele interregno que em 2017 entra o Alexandre de Moraes pela mão do Temer. Né? Foi um acidente de percurso? Eu acredito que sim. Né? Mas, enfim, nesse meio tempo, estamos em 2017, em abril de 2018, o Lula é preso. Né? Em abril de 2019, o Alexandre de Moraes instala o inquérito das fake news, o interminável. Né? Em 2019, novembro, o Lula é solto. Né? Em fevereiro de 2020 é decretada a pandemia e em abril de 2020 acontece a destituição do Ramagem, né? Como delegado-geral da Polícia Federal, o que foi a primeira desautorização do Bolsonaro e acabou com a posição do presidente da República. Alors là aussi, il faut faire une petite intervention. Alors la première chose dont il parle quand il parle du commissaire Ramage, donc c'est un homme que Bolsonaro voulait nommer comme commissaire, patron général des services de police, de la police fédérale. Hein. Bon, voilà. Et donc ça, c'est une attribution spécifique du président de la République, une attribution constitutionnelle. Eh bien, ils lui ont interdit ça sous prétexte que c'était quelqu'un de sa connaissance, alors qu'en plus, il était prouvé que non, mais enfin bref. Donc ça a été le commencement du démontage du pouvoir de l'exécutif par le judiciaire. Et la deuxième chose qui a été donc là le coup de massue, c'est quand la pandémie a été déclarée du Covid, hein, qu'est-ce qu'ils ont fait? Comme Bolsonaro, et d'ailleurs il faut le dire, Bolsonaro était un des seuls présidents de la République du monde entier qui a immédiatement dit, être contre le confinement, parce que ça allait mettre le pays par terre, et il craignait évidemment, comme le Brésil est comme un pays où il y a beaucoup de misère, qu'il y ait des grandes révoltes et des famines, hein, ce qui n'est pas assez évident. Hein, et il a tout de suite dit qu'il était en faveur, hein, des traitements genre hydrochloroquine, ivermectine, et que pour lui, il fallait faire tout. Il fallait les vaccins, ivermectine et tout, et que les gens choisissaient, les gens étaient libres, et surtout les médecins étaient les maîtres de ce qu'ils pensaient qu'ils avaient à prescrire. Et ça, c'est important de le dire, parce que c'est, je crois, le seul président de la République qui officiellement a déclaré qu'il n'interdirait pas l'hydroxychloroquine et l'ivermectine, et qu'il était pour qu'il y ait toutes les possibilités, que c'était les médecins qui devaient décider, et qu'il était contre le confinement. Ça a été l'occasion pour le judiciaire de lui enlever un pouvoir, hein, donc le suprême tribunal fédéral, en disant que, eh bien, le gouvernement ne pourrait plus avoir de pouvoir de décision sur la politique sanitaire durant le Covid, et qu'il ne serait là qu'à disposition pour fournir, s'occuper de la logistique
pour fournir les médicaments, les vaccins et tout, chose qu'ils ont fait parfaitement. Et donc, non seulement on lui a supprimé ce pouvoir, ce qui est proprement scandaleux, hein, mais en plus, après, on l'a accusé, hein, d'une mauvaise gestion durant le Covid. C'est-à-dire que c'est le beurre à l'argent du beurre, hein. Donc ça, c'est très important à signifier. Donc ce que dit Fernand, c'est que ça a été le début du démontage du pouvoir exécutif par le judiciaire. Junto com esse processo, ao longo de todo esse percurso do PT, gente, nós tivemos aquele processo de solapamento das fundações da República Brasileira, né? A corrupção sistemática do legislativo, né, por subornos por fora, quer dizer, pagamento de mensalão, de mesadinha e tal. Por quê? Porque isso caracteriza, né, é penalizável, é fotografável, né, e é bom, portanto, para fazer os legisladores reféns desse sistema, né. Todos eles ali perdoados ou semi-punidos, depois perdoados de novo, aquela coisa, mas fica aquela culpa lá no cartório, o registro do cara recebendo suborno. Tivemos, em paralelo, a corrupção do judiciário, né, que era outra modalidade. Ali o suborno corre por dentro, né, na forma de salários abusivos, auxílios, mordomias e aqueles assaltos anuais aí ao tesouro, né, que é bom para fazer dos servidores do judiciário cúmplices do sistema, né. E, em paralelo, você tem a corrupção dos caronas todas, né, o autofuncionalismo, aqueles artistas de teta, a imprensa dos oligarcas da ditadura, né, sempre caras que ficaram muito ricos fazendo qualquer coisa para governos, né, e depois compram televisões e tal, né. Os campeões nacionais, né, que são aqueles empresários que viram oligarcas, né, viram monstros graças à mão amiga do governo, do BNDES e tal, e os bilionários globalistas em geral, né. Na outra ponta, né, você olhando bem, quer dizer, a democracia brasileira sempre foi uma democracia sem povo, né. A massa nunca viveu a democracia, nunca teve o devido processo, sempre viveu sob a lei do cão, né. E mais as bolsas, né, aquele privilégio de manter o nariz 1 milímetro acima da miséria absoluta, mas agora sem ter que trabalhar, né. Então, a escolha para o povão é miséria com ou miséria sem trabalho, né. Cada volta do parafuso fica mais barato comprar eleição, né. Tanto que na próxima o Lula acha que ele leva só distribuindo botijão de gás, né. E aí, cara, você entra no moto contínuo desses processos, né? Porque o que é democracia, né? A democracia é o império da lei, né? É a individualização das responsabilidades, né? É a meritocracia, né? E é, junto com isso, o viés antitruste, quer dizer, uma forma de controle democrático do poder econômico, né? Então, isso amarra todos aqueles caras que estão vivendo esses privilégios, né, numa cumplicidade de vida ou morte, né? A continuação dos privilégios e dos monopólios depende da continuação do golpe, do governo de força, né? Porque cada vez menos ele depende de eleição e cada vez mais esse pessoal sente que se o governo perder, eles rodam junto, né? E quanto mais longe, né, da lei esses regimes autoritários avançam, né,
mais impossível fica o retorno à democracia. Porque cada violência a mais que eles perpetram, fica mais claro que se voltar à democracia, eles vão para a cadeia. E aí, né, na sequência desse processo todo que eu descrevi, a urna vira o mais intocável tabu da ditadura da toga. Você não pode falar a palavra urna que você é fuzilado sumariamente. Né? Por que seria, né? Alors ça c'est là aussi il faut faire une petite précision. Alors d'abord quand il parle de la corruption du PT, on a eu des scandales gigantesques qu'on appelle le mensalon en traduisant la grosse mensualité qui était donc en fait il distribuait des mensualités de 30, entre 30 000 et 60 000 réals. Hein. En rappelant le salaire minimum au Brésil c'est 1300 réals. Hein. Donc 30 000 à 60 000 réals. Hein, pour chaque député pour acheter les votes. Hein. Bon, voilà. Donc il y a eu ça. Et puis après, il y a eu le pétrolon. Alors ça, c'était un truc, un scandale encore plus gigantesque. Hein. Bon, je ne vais pas entrer dans le détail. Si je ferai une vidéo que là-dessus. Mais quand on somme tout, on est à plus d'1 trillion. Donc c'est pour vous donner de réel. Donc c'est pour vous donner les dimensions. Hein. Voilà. Donc c'est vraiment de l'appareillement d'État. Donc c'est de ça dont il parle. Sobre redes sociais, né? A gente fica vendo aí agora, porque o Elon Musk quer mandar no universo, papapá. Tudo papo furado, gente. Nem ele, nem o Larry Page, nem o Sergey Brin, os dois do Google lá, nem o Zuckerberg e companhia, eles estão nem aí para influenciar pessoas. Né? O Bill Gates tenta, né? Mas não pelo que ele diz ou faz nas redes sociais dele, né? É pelos lobbies e pelos movimentos de ação direta que ele financia. Né? Então ele é um cara que está metido na política, não é pelo papel que ele tem nas redes sociais, é pelo dinheiro que ele acumulou estando nas redes sociais. Né? Então o que esse pessoal quer, né, com exclusão aí do Bill Gates, né, é ganhar dinheiro. Né? Ninguém vota ou deixa de votar pelo que dizem esses campeões mundiais aí da ganhação de dinheiro. Você acha que você vai votar ou deixar de votar pelo que te disse o Zuckerberg, ou o Bill Gates, ou o Elon Musk, ou quem seja? Né? Esses donos das redes, gente, o único poder que eles têm é de dar ou de tirar direitos iguais no uso da rede social, segundo a primeira emenda da Constituição Americana, né, da liberdade de expressão, e os artigos 18 e 19 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que tratam disso, né, da garantia da liberdade de expressão. Né? Ou então, censurar em nome do Alexandre de Moraes, ou denunciar a censura em nome do Alexandre de Moraes. Essas são as opções que eles têm. Né? O Elon Musk escolheu denunciar a censura, os outros censuram. Né, porque o Alexandre de Moraes mandou, né, ou censurar ou deixar de censurar pelo FBI, pela família Biden, né, ou censurar e deixar de censurar pelos fiscais aí da ditadura woke. Esses são os poderes que eles têm, não mais que isso. Né. Então, cara, o Alexandre de Moraes, nesse percurso todo, ele é absolutamente focado. Né. Ele primeiro, cria aquele sistema dentro do próprio Supremo Tribunal, um sistema privado dele, o tal do TORS, né, feito pela empresa Fasios. TORS significa Tecnologia de Otimização de Redes Sociais, né, que é uma ferramenta informatizada de rastreamento da rede por busca de palavras e associação de palavras, um modelo chinês, né, com o qual ele começou a perseguir gente que tinha menos de 1.000 seguidores, né, porque ele é um obsessivo. Né. Na sequência, ele fez uma ferramenta parecida lá para o Tribunal Superior Eleitoral, né, que foi transformado naquela máquina de torcer a eleição de 2022, né, que a gente assistiu. Por isso que o fechamento do X foi determinado, porque ele é a única rede que não serve à ditadura. Todas as outras, como acabou de confessar até o Zuckerberg,
né, cederam à pressão desses presidentes e governos, porque imagine, o Zuckerberg é um menino lá da universidade que fez uma rede e tal, até com a participação de um brasileiro, ficou bilionário. Você acha que ele resiste à pressão de um presidente dos Estados Unidos que liga para ele, ou manda o FBI lá, e do Congresso que convoca ele para fazer, dar testemunhos e não sei o quê? O cara abre as pernas, meu. Ele não tem condição de pegar essa briga, né? Então, a prioridade zero do Alexandre de Moraes sempre foi ter pessoalmente nas mãos dele, né, os instrumentos de controle da opinião pública brasileira. O último movimento dessa obsessão dele foi colocar esse José Chuí, né, que é um policial federal, aí dentro da ABIN. Quer dizer, o sistema de inteligência militar do Brasil, né, foi posto nas mãos do cara que ele enfiou naquela assessoria especial de enfrentamento à desinformação, que foi o núcleozinho que ele criou lá no Tribunal Superior Eleitoral para distorcer a eleição daquele jeito que você viu, né? Então, transformou com esse cara, né, ele transformou o TSE num instrumento de tomada das eleições, como dizia lá o Barroso. Alors oui, ben là, il fait référence donc à quelque chose qui a scandalisé tout le Brésil. Le président du Suprême Tribunal Fédéral, donc la plus haute instance judiciaire du Brésil, hein, Barroso, hein, a déclaré les élections ne se gagnent pas, elles se prennent. Voilà, donc je vous laisse assister. E repercutiu muito nas redes sociais um vídeo em que o ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, aparece falando que eleição não se vence, se toma. Vamos assistir. Eles estavam ontem, mas no meio da audiência nem deu para... Eu brinquei que eleição não se ganha, se toma. Se toma. Ele, a apresentação, fez a referência. Está com som? Não, pode ser que sim, pode ser que não. Voilà, donc c'est ce type de personnage, on dirait que la fonction du STF n'attire que des... Je ne sais pas s'ils déforment ou si ces gens déjà par nature conviennent à la fonction, mais c'est que des... Voilà, en l'occurrence, lui, c'est vraiment le petit marquis qui parle pointu comme ça, avec la petite bouche comme ça, qui dit des choses comme ça, avec une légèreté, des choses d'une gravité extraordinaire, avec une légèreté, c'est l'insoutenable légèreté de Kundera, hein, voilà. E é isso que ele quer fazer agora, né, com todo o sistema de inteligência brasileiro, né, que foi criado para proteger o país e antecipar os movimentos do terrorismo internacional e do crime organizado. Com a colocação desse José Chuí, né, como corregedor da ABIN, quer dizer, o cara que permite ou não a continuação de qualquer dos agentes da ABIN na sua função, né, é o quê? É substituir como alvo, né, o terrorismo e o crime organizado pelo povo brasileiro. Agora ele vai pôr toda essa estrutura para fiscalizar a opinião pública brasileira, né? E isso não é por acaso, é porque eles sabem que está cada dia mais difícil de ganhar uma eleição, como se viu aí no 7 de setembro, né, por aquele desfile da solidão versus o que se viu lá na Paulista. Cada vez é mais claro para eles que não existe nenhuma perspectiva de vitória eleitoral pela frente. O Alexandre de Moraes lá no palanque, né, significa que o Lula depende do Alexandre de Moraes e o Alexandre de Moraes ainda depende do Lula, cada vez mais. A sobrevivência de um depende da sobrevivência do outro. E isso, para quê? Para dar as soluções de como perder eleições sem perder o poder. O esquema Maduro, né, que o Lula não consegue se resolver a respeito do esquema Maduro. Então, a permanência no poder depende desse tabu da urna e cada vez mais vai depender exclusivamente da violência que ele exercer contra a oposição.
E quanto maior for a solidão do Lula, maior vai ser a violência que esses caras vão exercer. Então, gente, é isso aí que eu vi no 7 de setembro. É um país inteiro que está praticamente em rebelião aberta contra o governo. É muito impressionante aquelas imagens, né? Não só aquela do Rolls Royce, mas todas as outras feitas por drones do ambiente inteiro, né? A gente lembra do que foi o último 7 de setembro do Bolsonaro, né? Aquela Praça dos Três Poderes apinhada de gente de ponta a ponta, e ontem não tinha nem uma pessoa. E isso, cara, bota nuvens negras no horizonte. Bon, bah, voilà, on va s'arrêter là. Donc, ce qu'il faut retenir, bah, c'est finalement la conquête du pouvoir, la mise en place d'un coup d'État à travers le pouvoir judiciaire que l'on séquestre et qui permet d'éliminer bah, le principe des trois pouvoirs. Hein. Bon, voilà. Donc, ça, c'est quand même la chose clé, qui est une méthode hein, qui est entre guillemets nouvelle et qui se passe un peu partout en Europe, aux États-Unis et dans divers pays. Mais surtout, ce qu'il faut dire, c'est que bien que ça se passe partout, ici, on a, je ne sais pas, 5 ans, 10 ans, 15 ans d'avance sur tout le monde. Hein. Et c'est pour ça que j'insiste tant à faire ces vidéos, parce que sinon, je m'en ficherais. Hein. C'est que, en fait, ici, au Brésil, on est une espèce de laboratoire qui est regardé par les gens des États profonds. Enfin bon, on a vraiment. Il faudrait que je fasse une vidéo là-dessus, parce qu'il d'ailleurs, il y a beaucoup de choses à dire, et notamment aussi sur les BRICS, et que on essaye de voir si finalement la chose est possible. Et elle l'est, bien que les Brésiliens, il y a une émulation politique très forte au Brésil et que les Brésiliens résistent. Et je peux vous dire que la résistance brésilienne, c'est autre chose que ce qu'on voit en Europe. Je dirais même d'une certaine façon que l'Europe devrait avoir un peu honte avec toute la marge de droit que l'Europe a encore, que les Européens ont encore, de faire si peu de choses. Quand nous, au Brésil, je peux vous dire qu'on prend des risques. Voilà. Dire que l'urne est fraudée, ça met les gens en tôle. Alors évidemment, pas forcément des gens comme Fernand Lara Mesquita, qui sont des très grands journalistes, et donc emprisonner un type comme ça, ce serait évidemment se tirer une balle dans le pied, mais ça n'empêche pas qu'il y a beaucoup de journalistes qui ont été inquiétés, et il y en a beaucoup qui ont été obligés de s'exiler, hein, et qui s'y mettent un pied au Brésil, ils vont être mis en tôle immédiatement. Donc on en est là quand même au Brésil. Hein. Mais si c'est un kidam, quelqu'un comme moi qui est pris la main dans le sac en train de dire « Ah, les élections ont été fraudées » ou je ne sais pas quoi, eh bien, lui, on ne va pas chercher de midi à 14h, ou on lui met des amendes délirantes qui font que ça ruine sa vie. Hein. Bon, Moraes, il met des amendes comme ça, à des kidams de 200 000, 300 000 réals. Enfin, un salaire minimum de brésilien, c'est 1300 réals. Donc la vie de la personne est foutue. S'il ne paye pas, il va en tôle. Bon, voilà, on en est à des choses comme ça. Et bon, avec des méthodes de torture psychologiques qui vont très très loin. C'est vraiment très sombre comme paysage. Hein. Donc il faut comprendre tout ce processus, et c'est pour ça que j'insiste à faire toutes ces vidéos, et que j'espère je voudrais qu'elles soient vues par le plus grand nombre possible. Bon, moi j'ai pas beaucoup de réseaux, en plus en étant au Brésil, c'est chaque fois plus difficile. C'est pour ça que je vous demande de faire le relais, parce que c'est un exemple, le Brésil. Hein. C'est un exemple d'un pays occidental, parce que le Brésil est un pays de culture occidentale, hein, qui est en train de basculer complètement, voilà, depuis 3 ans. Hein. Enfin, ça a commencé il y a 5 ans, et voilà, et depuis que Lula est revenu, mais enfin même avant, depuis que les élections de 2022 ont commencé, donc on peut dire à partir de 2021, là on est en 2024, depuis 3 ans, c'est vraiment le basculement total, tout y passe. Hein. Et donc, voilà, on n'en est plus
simplement à des mécanismes dangereux qui se mettent en place, mais on n'a rien d'effectif. Là, on est dans l'effectif, dans le sonnant et trébuchant, et dans ce qui fait mal. Voilà. Hein. Avec des descentes de police, et vous ne pouvez rien faire, parce que vous n'avez pas le droit, les droits de la défense sont complètement bafoués. Donc voilà, là, on est vraiment rentré dans le dur de la dictature. Donc quand j'entends il y a deux choses qui ont tendance à m'énerver avec des gens qui vivent en Europe, c'est dire oui, bah, c'est la même chose partout. Non, c'est pas la même chose partout, c'est les mêmes processus, mais c'est pas la même chose. Au Brésil, ce qui se passe, c'est la phase d'après. Voilà. Donc il serait bien, c'est pour ça que je fais ces vidéos, il serait bien que les gens en prennent conscience et n'aient pas cette superbe, cette mort qui fait oui, c'est la même chose partout. Et puis, beaucoup de gens essaient de continuer à essayer de croire que Lula c'est un gentil et que Bolsonaro c'est un seul fasciste. Donc il serait bien que, au moins, un minimum d'humilité fasse que les gens ouvrent les écoutilles, écoutent et essayent de comprendre qu'ils ont été complètement manipulés, qu'on les a embrouillés complètement, et que le travail que j'essaye de faire, modestement, avec mes petits moyens, c'est justement d'essayer de renverser la vapeur. Je dis bien, je sais bien que je ne suis pas quelqu'un de très important, je suis une goutte de l'océan, mais bon, je fais mon job, je fais ma part du boulot, et c'est pour ça que je demande à ce que les gens essayent de diffuser tout ça, parce que c'est important. Voilà, et je peux vous dire que la différence entre vivre en Europe et vivre au Brésil, c'est pas la même. Voilà. Donc, on est beaucoup de gens qui résistons avec nos petits moyens. Les Brésiliens, quand même, sont un peuple quand même très résilient. Et aujourd'hui, les gens réfléchissent à deux fois quand ils vont manifester dans la rue. Voilà. Parce que la dernière fois qu'il y a eu des grosses manifestations qui sont mal passées, ça a été 2500 personnes en tôle. Voilà. Voilà, ben je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Mettez un petit pouce s'il vous plaît et inscrivez-vous sur le canal et diffusez la vidéo. Je vous remercie d'avance. Merci, au revoir.